changer et nous comprendrons certaines choses. Paul Kagame est d'abord un produit de la guerre. On commence là. Il est un produit de la guerre. Il nous faut connaître qui est cette personne, comme lui a mis dans un dispositif de tête, de cerveau pour étudier les Congolais. Tous les Rwandais, chers amis, à 80% sont derrière lui. Alors, je ne lirai pas les commentaires pour l'instant, on va avancer. Paul Kagame est d'abord un produit de la guerre et non de la diplomatie. Ça, c'est un début. Ça, nous devons déjà avoir ça comme cadre de base. Dans les années 1980, il est un officier du renseignement militaire dans l'armée ougandaise de Yoweri Museveni, le chef de la guérilla du Front National de Résistance NRM. Kagame faisait partie des Fronts patriotiques rwandais, le FPR, un mouvement des Rwandais exilés qui ont aidé Museveni à prendre le pouvoir à Kampala en 1986. Et donc, grâce à cette fidélité, Museveni lui confie la direction des unités des renseignements militaires. Je vous dis, cher ami Sergueï, oui, Paul Kagame, et il a derrière lui son peuple, d'accord? Son peuple, je conviendrai avec vous que cette population trouve que la personne de Kagame, c'est la personne qui les a sauvés du génocide. Vous voyez, s'il faut s'il faut comparer l'état des Rwandais aujourd'hui et d'il y a 25 ans, les Rwandais choisissent de rester derrière Kagame. Vous voyez, donc Kagame est le sauveur des Tutsis. Kagame est considéré comme un héros. Vous comprenez? Donc il y a un narratif qui soutient le thèse. Et d'ailleurs, au-delà du Rwanda, la communauté internationale a appuyé le narratif d'un Kagame sauveur. Donc, il n'y a pas d'autre discours en interne comme chez nous. Au Rwanda, vous n'avez pas un combat des opposants et qui ont derrière eux, derrière chacun d'eux, une poignée de populations. Non, tout le monde, c'est un peu comme du temps de Mobutu. Donc, tous boivent à la même source. Donc, forcément, quand l'international dit Kagame a sauvé, Kagame est un homme providentiel, Kagame est un homme. Donc, forcément, dans la conscience collective, Kagame est un homme à défendre, à protéger, parce que Kagame a sauvé les Rwandais. Vous comprenez? C'est un discours qui date. Et croyez-moi que toutes les personnes qui ont 20, 30 ans aujourd'hui sont derrière Kagame. Voilà, j'ai clos ce chapitre-là. Ok, mon ami. Les amis, Kagame faisait partie du Front patriotique rwandais, le FPR, un mouvement des Rwandais exilés qui ont aidé Museveni à prendre le pouvoir à Kampala en 1986. Grâce à cette fidélité, Museveni lui confie la direction de l'unité du renseignement militaire. C'est pas n'importe quoi. Cette expérience forge chez Kagame 3 réflexes stratégiques. 3 réflexes stratégiques. Le premier, maîtriser l'information avant la force. Le deuxième, créer des réseaux d'influence au sein des États voisins. Le troisième, avancer masqué sous des alliances officielles, Museveni, puis plus tard les Américains. Et puis, une formation militaire aux États-Unis. En 1990, Kagame est sélectionné pour une formation de commandement aux États-Unis
Army Command and General Staff Collègue. Je ne suis pas anglais, comprenez mon accent, comprenez que j'ai écorche et même que j'ai égorge la langue anglaise. Donc, il est invité, il est sélectionné parmi tant d'autres, et il va à cette académie militaire. Ces programmes accueillent des officiers étrangers triés sur la volée pour apprendre les doctrines de stratégie, renseignement et logistique des armées américaines. Les États-Unis, qui soutiennent alors Museveni comme modèle africain de stabilité, voient en Kagame un profil discipliné, anglophone, pro-occidental. C'est là que se crée le regard bienveillant américain sur Kagame. Il le voit comme un officier moderniste, africain, formé à la doctrine, capable d'imposer l'ordre dans une région instable. Les amis, à son retour en Afrique, il prend la tête du FPR et lance l'offensive contre le Rwanda depuis l'Ouganda entre 1990 et 1994. Après les génocides, il devient l'homme fort de Kigali. Croyez-moi qu'aux yeux des Rwandais, de génération, on va dire génération 80, d'accord, génération 80, génération 90, Kagame est un héros. Kagame a fait sortir le Rwanda dans la poussière, pas de budget, les gens étaient dans des conditions lamentables, de pauvreté. Et Kagame, en pillant la RDC, a relevé les niveaux économiques du Rwanda. Vous voyez, j'ai des amis, moi, personnellement, j'ai des amis rwandais, j'ai des amis, et qui me parlent de ce que le Kagame a fait au Rwanda. J'ai des amis rwandais. Depuis que nous avons fréquenté les mêmes établissements scolaires ici en Belgique, donc ils vont au Rwanda, ils reviennent, et ils me disent ce que Kagame a fait. Mais je pense qu'eux ignoraient comment Kagame s'y est pris pour parfaire ce qu'il a mis en place au niveau du Rwanda. Vous comprenez? Et donc, à son retour, comme je vous l'ai dit, en Afrique, il prend la tête du FPR et lance l'offensive contre le Rwanda. Depuis l'Ouganda, après les génocides, il devient l'homme fort de Kigali, perçu en Occident comme le libérateur du pays. Les amis, nous avons ce qu'on appelle ici le Forum économique mondial, qui a été créé en 1971 par Klaus Schwab, un Suisse. Forum économique mondial basé à Davos. Donc, cette entité est une plateforme de dialogue global entre chefs d'État, de PDG et universitaires. À partir de 2008, Kagame, il fut invité comme exemple de renaissance africaine. En 2012, il reçoit un prix du leadership visionnaire. Vous comprenez? 2008, Kagame y est invité comme exemple de renaissance africaine. En 2012, il reçoit un prix de leadership visionnaire. Le WEF, donc Forum économique mondial basé à Davos, c'est une plateforme de dialogue global entre chefs d'État, pas les moindres, de PDG et universitaires. Et c'est à cette plateforme que Kagame fut invité. Et cette même plateforme a couronné Kagame d'un prix de leadership visionnaire. Alors, l'impact stratégique
de cette reconnaissance ou de cette mise en lumière de Kagame. Et il va passer du statut du chef militaire à celui des visionnaires économiques. Fréquenter les PDG de Google, il va fréquenter le PDG de Microsoft et de Mastercard. Et il est présenté, d'accord, présenter le Rwanda comme le Singapour de l'Afrique. C'est ici que se forme le mythe du modèle rwandais. Petit pays, discipliné, sans corruption visible, numérique, stable. C'est là que ça commence. C'est là que Kagame commence à prendre de l'ampleur. C'est à partir de là que la communauté internationale, pas tous bien entendu, mais les plus grands commencent à le lever et le positionner sur un piédestal. C'est ce que nous sommes en train de faire, mon ami. Il nous faut étudier les Rwandais, puisque nous sommes étudiés par les Rwandais. Puisque les journalistes rwandais connaissent notre politique, connaissent nos acteurs politiques, connaissent nos acteurs économiques. Donc, nous sommes étudiés. Mais le contraire n'est pas fait. Vous comprenez? Alors, nous sommes là pour étudier les Rwandais et je me donne la mission de faire ça. Alors, pendant ces temps, pendant que Kagame est ascensé, pendant que Kagame est accompagné, pendant qu'il prend de l'ampleur, pendant qu'il se déploie comme un aigle, avec appui des grands, avec l'appui de Bill Gates, avec l'appui de l'ancien ministre anglais, avec l'appui de Microsoft, avec l'appui des grands PDG du monde, pendant ces temps-là, Joseph Kabila, au pouvoir depuis 2001, refuse la mise en scène médiatique internationale. Il n'apparaît jamais à Davos, il ne cultive aucun réseau d'influence globale, et ça c'est l'histoire, d'accord? Il se concentre sur la gestion interne, la sécurité du Katanga et les contrôles miniers, mais laisse l'image du leadership africain moderne à Kagame. Pendant que Kagame se déploie, la RDC dort. Pendant que Kagame parle, le président congolais, lui, ne parle pas. Il a fait le silence une stratégie. Et puis, en deuxième position, vous avez les conseils de relations étrangères, le CFR, les Council on Foreign Relations. Créé en 1921 à New York, le think tank américain d'élite, vous avez des banquiers, des diplomates, des industries. Ici, nous parlons du Conseil de relations étrangères, créé en 1921 à New York. Les conseils de relations étrangères créés à New York, le CFR, influence la politique étrangère des États-Unis. Donc, ce n'est pas n'importe quoi. Dans les années 2000, plusieurs de ces publications vont qualifier Kagame de visionnaire, de réformateur visionnaire. Des conférences lui sont consacrées à Kagame. Il est invité à Washington comme homme de stabilité dans les Grands Lacs. On est en train de construire ici l'image de Kagame. Pendant ces temps-là, le Congo dort. Pendant que Kagame est ascensé, pendant que Kagame est propulsé, se déploie avec des ailes d'aigle, pendant ces temps-là, la RDC dort. Et si vous comprenez ceci, le CFR lui ouvre alors les portes des fondations américaines. Clinton Foundation, il va rencontrer et faire l'amitié.
Buffett Fondation, c'est le fils d'un milliardaire américain. Il va le rencontrer et faire l'amitié. Et Bill Gates Fondation, il va rencontrer ces puissants du monde et faire l'amitié avec eux. Et ils vont l'accompagner. Il devient alors le partenaire modèle de la bonne gouvernance africaine. Nous sommes dans les années 2000. Pendant ces temps-là, Kabila, perçu à Washington comme opaque et pro-chinois. Il est isolé diplomatiquement. Ses relations avec les États-Unis se refroidissent après 2008. Rapport sur la corruption, manque de transparence, de la dictature, etc. Les résultats, le Rwanda devient le porte-parole anglophone de l'Afrique centrale. Ça, c'est le deuxième pilier. Le troisième pilier, vous avez ce qu'on appelle ici l'initiative pour la gouvernance en Afrique. C'est aussi une plateforme, c'est aussi une entité. Le AGI, Africa Governance Initiative. Sa création est en 2008 par Tony Blair, ex-premier ministre du Royaume-Uni. Initiative pour la gouvernance en Afrique, créée par Tony Blair en 2008. Objectif officiel de cette entité créée par Tony Blair, aider les dirigeants africains à moderniser leur État. La planification et la gestion publique. Tony Blair, alors, va choisir 3 partenaires prioritaires. D'abord, c'est le Rwanda. Il va déposer le siège social au Rwanda. Vous avez la Sierra Leone et Libéria. Impact de ce choix ou de cet accompagnement de Tony Blair, qui n'était pas n'importe qui, le premier ministre de l'Angleterre autrefois, Royaume-Uni, qui est le papa des États-Unis, donc eux sont toujours ensemble, et c'est ces 2 colonnes qui ont fait basculer l'avenir ou le sort de la RDC, qui ont accompagné et fait asseoir Kagame, l'ont propulsé, donc les États-Unis de Clinton et M. Tony Blair de l'Angleterre. Les amis, le choix de Tony Blair pour déposer le siège social au niveau de Kigali a eu un impact. Kagame devient le mentor britannique en Afrique. L'AGI place des experts britanniques au sein du cabinet rwandais. Donc, dans le cabinet du président Kagame, vous avez des experts venus tout droit de l'Angleterre pour conseiller Kagame. Le résultat de tout ça, Kigali se modernise parce que des conseillers viennent tout droit des Royaumes-Unis, impulsés par Tony Blair, qui voit justement en Kagame quelqu'un de confiance, quelqu'un à soutenir, quelqu'un à placer, à aiguiser, à structurer, à l'imposer au niveau de l'Afrique centrale. Kigali se modernise très rapidement, sur papier, des réformes, gouvernance, santé, etc. Les médias anglo-saxons s'enflamment, la débandade, Rwanda, pays de l'ordre et de la transparence. Les médias anglais. Pendant ces temps-là, les amis, pendant ces temps-là, Kabila s'enferme dans une logique de souveraineté silencieuse, refusant l'intrusion des ONG occidentales. Mais cela va les marginaliser forcément dans la communication internationale. Donc, on ne l'entend pas. Il est obstrué. Il est castré, si vous voulez. Il s'est exclu lui-même. Pendant que Kagame brille à Londres, pendant que Kagame brille à Washington, Kinshasa reste une boîte noire. Énigme totale. Nous sommes en 2008. En 4e position,
Nous avons ce qu'on appelle ici l'Institut rwandais d'agriculture et de conservation. Ah non, mon cher ami, vous allez comprendre que la descente sera amère. Ici, il faut que l'homme congolais comprenne qui était Kagame, parce que Kagame a atteint le déclin. Nous sommes dans le déclin, ok? Nous sommes dans le pic. Il faut parler de lui pour que les Congolais comprennent aussi la résistance. Il y a une résistance au changement. Il y a une forme de bataille pour son changement, parce qu'il a été soutenu par les grandes puissances. Ici, ce n'est pas qu'il est un mauvais élève. Ce n'est pas ça qu'on lui reproche. Et d'ailleurs, on ne lui reproche rien. Les grandes puissances lui disent que tu nous as rien fait. Ici, c'est la conjoncture. C'est le macroéconomique qui est en ta défaveur. Nous voulons aller là où nous avons nos intérêts. Et donc, pour l'instant, tu restes notre partenaire stratégique, mais pour la question de minerais, nous devons changer de côté, parce que ici, ce n'est pas toi, mais c'est la Chine. Vous comprenez? Donc, il faut qu'on sache pourquoi est-ce qu'il y a une résistance. Pourquoi ça ne se déclenche pas directement? Donc, il y a une résistance parce qu'il a des soutiens. Et ces soutiens se retirent calmement. Nous descendons tout doucement et vous allez comprendre, mon ami. Je ne fais pas la propagation ou je ne fais pas le marketing de Kagame. Je dis ce qu'il était. Voilà, parce que beaucoup de Congolais ne savent pas tout ce qui a tourné autour de lui. Ici, c'est la connaissance de ce qu'il était, c'est l'histoire, tout simplement. Et de ce qu'il est devenu aujourd'hui. Voilà, mon ami. L'Institut rwandais d'agriculture et de conservation. Sa création en 2019 avec la Howard G. Buffett Foundation aux États-Unis, la personne est aux États-Unis. L'objectif, former une nouvelle génération d'agriculture ou d'agriculteurs rwandais modernes. L'impact stratégique par rapport à cette intervention de ce milliardaire Buffett Fondation, ce projet devient un symbole du développement rural. Il lie Kagame à Buffett, un fils du milliardaire Warren Buffett. Kagame se positionne comme le champion de la durabilité et de l'agriculture intelligente. Les États-Unis diffusent des reportages positifs. Rwanda, miracle agricole africain. Est-ce que nous, les Congolais, nous le savons? Nous ne le savons pas. Pendant ces temps-là, Kabila quitte le pouvoir cette même année, 2019. Son héritage agricole est faible. Aucune grande réforme structurante, aucun projet vitrine à vocation internationale. Le partenariat mondial pour les infrastructures et les investissements, le PGD, Partnership for Global, infrastructure, etc. Les amis, je vous ai dit que l'anglais n'est pas mon meilleur ami. Ici, cet élément, cette entité a été créée en 2022 par le Jet Set, sous l'impulsion de Joe Biden, États-Unis. Objectif de la création de cette entité, offrir une alternative occidentale à la Belt and Road Initiative chinoise. Ça veut dire les nouvelles routes de soie. Autre alternative, autre possibilité. L'impact stratégique de cette mise en place de cette entité, Kagame va tenter de s'insérer dans la PG2 comme porte d'entrée de l'Atlantique de l'Est. Mais la RDC, l'Angola et la Zambie deviennent vite prioritaires avec les corridors de Lobito. Souvenez-vous, Biden descend en Angola pour valider ou pour officialiser, pour mettre le premier brick
de la construction de la voie au chemin de fer de Lobito. Et Kagame est mis à côté. Kagame est très loin. Kagame n'est pas dans les parages. Ça ne concerne pas Kagame. Ici, nous parlons de la RDC, prioritairement, l'Angola et la Zambie. C'est ici que Félix Tshisekedi entre dans le jeu mondial 2023-2025. C'est par cette porte, la présence de Biden, qui a fait appel à Etienne Tshisekedi, au président Lorenzo, pour ce projet de Lobito, c'est par cette porte que Félix profite et entre. Pendant ces temps-là, nous sommes en 2023-2025, Kabila, déjà hors du pouvoir, observe sans influence. Sous son règne, la RDC n'avait jamais su transformer sa position géographique en force diplomatique. Les amis, les autres instruments du système Kagame, et puis nous allons passer, vous avez la CEREMA, loi européenne sur les matières premières critiques, qui a été mise en place en 2023. L'Union européenne signe d'abord un accord minier avec les Rwandais, et cet accord a été dénoncé par tous les Congolais responsables, par le président lui-même. Comment vous allez signer des accords économiques, la protection de la chaîne d'approvisionnement, alors que vous savez pertinemment que le Rwanda les vole chez nous? Ça, c'est quoi? C'est moquer des Congolais, nous piétiner, nous sommes des serpillères, des torchons. Nous sommes qui? À la face du monde. L'Union européenne signe d'abord un accord minier avec les Rwandais, pensant qu'il est un partenaire sûr. Ça, c'était sous l'impulsion de la France. Cela légitime faussement Kigali dans les commerces du coltan, jusqu'à ce que Kinshasa dénonce les scandales, nous l'avons tous dénoncé, obligeant l'Union européenne à revoir sa position. Vous avez le BAD, le Banque africain de développement, Kagame l'utilise pour financer des projets vitrines, la santé, l'énergie et l'innovation. Donc, l'Union européenne a fait marche arrière. Il se positionne comme les bons élèves africains, ici il s'agit de Kagame, pendant que Kabila gardait ses distances, jugeant la BAD trop liée à l'Occident. Et puis nous avons le AFC, Société africaine de finances, investisseur régional basé au Nigeria. Les Rwandais y participent comme petits acteurs symboliques, renforçant son image de pays intégré. Kabila, lui, n'intègre pas la RDC activement à ses raisons. Donc, nous avons été quelque part marginalisés nous-mêmes. La vie globale ou la vie stratégique, pour qu'on avance, Paul Kagame a transformé son parcours militaire à un label de discipline et d'efficacité. Paul Kagame a instrumentalisé la culpabilité occidentale post-génocide pour obtenir beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Paul Kagame a utilisé les plateformes mondiales comme les outils des storytelling politiques. Il a vendu le Rwanda comme une start-up nation africaine pendant que la RDC semblait dormir. Paul Kagame a tissé des liens directs avec les grandes philanthropes comme les Clinton, les Blair, Tony Blair et les Buffett, le fils de milliardaire, Gates et d'autres grandes puissances américaines pendant que nous étions en train de dormir. Paul Kagame a construit des appareils de communication d'État d'une efficacité redoutable. Chaque projet, chaque photo, chaque conférence servait à nourrir le mythe du Rwanda miracle. Et pendant ces temps-là, nous étions en train de faire quoi? Joseph Kabila, entre 2000 et 2019, a privilégié la distance et la centralisation du pouvoir, s'est méfié de la visibilité internationale
qu'il considérait comme une menace pour la souveraineté. Il a laissé les multinationales étrangères contrôler les flux miniers sans imposer des diplomaties économiques publiques, a donc abandonné la bataille du narratif à Kagame. En clair, les amis, pendant que Kagame voulait séduire le monde, Kabila voulait s'en protéger. L'un a bâti un empire d'images, l'autre a bâti un silence. Et donc, les amis, pourquoi Joseph Kabila, malgré son long règne, n'a jamais affronté Paul Kagame directement sur la scène internationale? Nous posons la question. Alors que Félix Tshisekedi les fait ouvertement devant des caméras, des chefs d'État, des grandes puissances, dans toutes les institutions, partout en lui tend le micro. Il ne fait que dénoncer. Pourquoi cela n'a pas été le cas avec Kabila? Les amis, voici une analyse, on va dire, très proche de la réalité. Vous en conviendrez si vous serez d'accord avec moi. La dimension psychologique, les profits personnels des hommes, nous allons comparer Félix, nous allons comparer aussi Kabila. Ici, les questions d'aller au-delà. Papa Bino, il faut Nzambe, Apambola Bino. Merci Ndeko. Les tempéraments de Joseph Kabila et de Tshisekedi. Pourquoi Félix affronte aujourd'hui Kagame et pourquoi est-ce que hier Kabila n'affrontait pas frontalement Kagame? Voici les raisons ici. Le tempérament de Joseph Kabila. Introverti, Kabila, il est réservé, Kabila, il est méfiant, il n'est pas trop dans la communication. Alors que de l'autre côté, Félix Tshisekedi, il est ouvert, il est expressif, il est dans la communication, d'accord? Il est très à l'aise devant le public, non comme Kabila. Chaque personne a son identité, a sa personnalité. OK? En deuxième élément, le style de leadership de Joseph Kabila et de Félix. Nous avons d'abord Joseph Kabila, froid, son leadership est froid, il est calculateur, il est silencieux, il est dans le secret de Dieu. Alors que de l'autre côté, la personnalité ou les profils de Félix Tshisekedi, il est franc, il est spontané, parfois émotionnel, mais une émotionnalité assumée de sa part. Et puis nous avons les rapports au regard international. Joseph Kabila, méfiant de la communauté internationale, voit l'Occident comme un danger à contenir. Il faut rester loin de nous. Alors que Félix Tshisekedi, lui, il est pragmatique. Il voit l'Occident plutôt comme un partenaire à convaincre. Vous devez travailler avec nous. Nous avons les atouts, nous avons les éléments. Et d'ailleurs, la transition énergétique ne se fera pas sans la RDC. Donc, vous êtes condamnés à venir chez nous. Est-ce que nous comprenons? Et puis, dans la communication, Joseph Kabila, rarement dans les médias, on ne l'attend pas. Il est silencieux. Et très peu des conférences de presse, alors que pour Félix, habitué aux interviews, forums, discours publics et débats diplomatiques. Les amis, pour conclure dans ce premier chapitre, Kabila est un homme de guerre et de repli. Félix est un homme de parole et d'ouverture. Le premier gouverne dans le secret et la méfiance, et le second dans la visibilité et la persuasion. Nous avons ici la dimension historique. Nous voulons maintenant entrer dans la psychologie de Kabila.
Kabila, réellement, il a hérité d'un fardeau très lourd. Peut-être que là, c'est une défense d'un homme qui a reçu une charge très élevée, historique. Et cette charge va l'accompagner tout au long de son régime. Son père, Laurent Désiré Kabila, nous disons son père, ok, a été amené au pouvoir par Kigali et Kampala en 97. Il a ensuite rompu avec Kagame, déclenchant la guerre de 98. Les résultats, entre 98 et 2003, les Rwandais a occupé militairement une partie du Congo et de milliers de morts ont marqué la mémoire collective. Donc, pour Joseph Kabila, affronter Kagame en public, c'était raviver des blessures très sensibles et risquer une nouvelle confrontation régionale. Donc, il ne voulait pas de ça. Il a préféré le silence, prudence et non à la provocation. La dimension diplomatique, je dirais la doctrine kabiliste. Joseph Kabila avait une doctrine implicite. Ne pas provoquer, ne pas s'exposer, mais se renforcer en silence. Il croyait au pouvoir du temps et du secret, pas à celui du discours. Concrètement, Kabila n'aimait pas les forums internationaux, il n'avait pas vraiment grand-chose à dire. Il n'avait pas vraiment, il n'était pas très à l'aise. Ce n'est pas un Étienne Tshisekedi, un homme des paroles, un homme social, un homme des rencontres, deux personnes, des identités différentes. Kabila, ici, il envoyait ses ministres ou représentants à sa place. Ce n'est pas lui qui allait, c'était les autres. Il estimait que plus on parle, plus on s'affaiblit. Et donc, les amis, c'est une vision machiavélienne et militaire typique d'un chef d'État formé dans le feu de rébellion, pas dans la diplomatie publique comme ce fut le cas pour Félix. Les problèmes dans un monde dominé par les images, le silence devient vite une absence politique, devient une faiblesse. Et pendant que Kabila s'est taisé, Kagame parlait partout. À Davos, Forum économique mondial, à New York, à ONU, et dans beaucoup d'autres entités ou institutions dont la voix comptait. Pendant que M. Kabila ne parlait pas, Kagame lui prenait de l'espace, s'est déployé comme un aigle, pendant que les Congos gardaient le mythisme stratégique. Faux, le silence n'est pas une faiblesse. Mon ami, le silence a trois visages. Ou vous attendez les bons moments pour dire les choses, et quand vous prenez la parole, vous impactez. D'accord? Ça, c'est le premier. Le deuxième, où vous n'avez rien à dire, d'accord? Parce que vous n'avez rien à dire, vous n'avez pas de contenu. Ou alors, vous êtes bourrique. Vous comprenez? Vous attendez les bons moments, et quand vous parlez, vous impactez les consciences, vous impactez le peuple. Vous ne prenez pas la parole tout le temps, mais vous devez quand même prendre la parole à un certain moment pour parler à la population, ce qui n'était pas le cas de Kabila. Il n'a jamais parlé au peuple. Il n'a jamais rassuré la population. Il a toujours envoyé Mende et d'autres éléments de sa ceinture. Donc, c'est une faiblesse. Ne pas communiquer avec ses enfants, c'est une faiblesse. Donc, il était dans la faiblesse. Ce n'était pas une compétence. Ce n'était pas de la stratégie. C'était tout simplement un manque de contenu. Il n'avait pas de contenu. Alors, les amis, la dimension géopolitique, les contextes internationaux liés à Kabila, sous Kabila, les Rwandais étaient le chouchou des puissances occidentales.
Non, mon ami Sergueï, Félix n'avait pas des, Kabila n'avait pas des contenus, s'il vous plaît. Cessons ce débat, passons à autre chose. Le Rwanda était le chouchou des puissances occidentales sous Kabila, soutien fort du Royaume-Uni, des États-Unis et de l'Union européenne. Kagame est passé pour les leaders modernes d'Afrique. La RDC, elle, était perçue comme instable, corrompue et opaque. Aucun partenaire sérieux n'aurait soutenu un affrontement public entre Kinshasa et Kigali. Sous Félix maintenant, le contexte a changé radicalement, les amis. La transition énergétique mondiale rend la RDC incontournable. Nous avons le cobalt, nous avons le cuivre, nous avons le lithium, nous avons tant d'autres minéraux. L'Occident veut sécuriser le chaîne d'approvisionnement. Je n'ai pas les monopoles de la connaissance, mais je suis rationnel. Je vois si une personne a un contenu ou pas. Je vois si le silence est une faiblesse ou pas. Je vois si le silence est une force ou pas. Mais 18 ans passés, je n'ai pas vu Kabila parler à la population, rassurer la population, aller passer des interviews. Interviewé par Top Radio, Massamba. Donc, je l'ai vu nulle part. Un président doit parler à ses enfants. S'il ne parle pas à ses enfants, c'est qu'il a un problème. Vous comprenez? Donc, il n'a jamais pris le soin de parler. Alors, vous considérez ça comment? C'est une faiblesse? Ou alors, ils s'en foutaient des Congolais. Ou ils s'en foutaient des Congolais, ils considéraient les Congolais comme de déchets dont ils ne pouvaient perdre son temps pour parler avec un peuple pourri. Ou alors, c'était tout simplement une faiblesse et pas des contenus. Merci. Les amis, l'Occident veut sécuriser le chaîne d'approvisionnement, donc le ton change, l'environnement change, la conjoncture change, les paradigmes s'écroulent. Le Rwanda est désormais vu comme un acteur déstabilisateur à cause du 1-23. Donc aujourd'hui, les rapports des forces s'est inversé. Félix parle parce que le monde a besoin du Congo. Est-ce que le Congolais, vous le savez? Kabila s'est taisé parce que le monde n'écoutait pas les Congos. Il y a aussi une question d'identité et d'époque à considérer. Joseph Kabila vient d'une culture des clandestinités révolutionnaires, celle de la guérilla, du silence et du maquis. Ce sont des éléments à considérer. Félix, lui, vient d'une culture politique démocratique, celle de la parole, du débat, du dialogue. Voilà pourquoi il peut débattre. Voilà pourquoi il ne bloque pas les questions. Il répond aux questions. Et vous pensez que le monde prend les Congos au sérieux avec l'écocité actuelle? Sergueï Nari, vous êtes Congolais, vous, ou bien vous n'êtes pas Congolais? Est-ce que vous êtes Congolais? Est-ce que vous me suivez pour peut-être me rencontrer et évoluer ensemble, ou alors vous êtes avec une écoute pour me contrer? Est-ce que vous m'écoutez pour me contredire? Ou alors, vous m'écoutez pour aiguiser une curiosité. Vous voyez, ce n'est pas un combat de boxe ici. Ok? Je ne suis pas en train de me battre avec vous. Je vous donne des éléments et à vous de le recevoir ou alors de me corriger. Mais ce n'est pas un bras de fer. Ok, il n'y a pas de problème. Les amis, Félix a grandi dans la lumière du débat ou du combat politique, IDPS, Joseph dans l'ombre de rébellions armées, FDLR et Maquis, etc. Le premier a appris à convaincre, le second à se méfier. Et ça change tout dans la manière d'exister sur la scène internationale. En résumé, pourquoi Félix ose ce que Kabila n'a jamais fait? Pour quelles raisons? Premièrement, le contexte mondial.
Joseph Kabila, le monde soutient Kagame à 100% de 2000 jusqu'à pratiquement hier. Félix, le monde a besoin du Congo. Le style personnel, Joseph Kabila est dans la discrétion, dans le secret, il est militaire, donc il doit être dans le maquis à chaque fois, dans le silence, etc. Et alors que Félix, lui, il est dans le verbal, dans la diplomatie, il est dans la politique. La perception du Rwanda, autrefois, puissance à ménager, à accompagner, à aiguiser, l'homme providentiel, le pays qui est un modèle, une représentation des États-Unis. Et donc, vous comprenez par là que sous Joseph Kabila, Kagame est un grand. Alors que sous Félix, c'est un adversaire à recadrer. C'est un adversaire à corriger. C'est un adversaire qu'il faut faire descendre. Au niveau communication internationale, Kagame est dans la méfiance et dans le repli, alors que Félix est dans l'offensive stratégique et médiatique. Le résultat, du temps de Kabila, les Congo subit le récit. Du temps de Félix, les Congo reprend la parole. Si ça, c'est de la philosophie, je ne sais pas. La lecture finale, pour continuer. Joseph Kabila incarnait la résistance silencieuse d'un pays blessé, alors que Félix incarne la résistance visible d'un pays debout. Le premier a survécu en silence, le second veut exister dans le bruit du monde. Nous devons exister, le tapage, vous comprenez? Et c'est cette différence d'époque, de personnalité et de contexte qui explique pourquoi Félix peut aujourd'hui affronter Kagame à visage découvert, là où Kabila, lui, devait observer et attendre. Nous passons maintenant à un autre sujet. Pourquoi l'Union européenne a réellement créé les Global Gateway en 2021? Pourquoi? La Chine avait pris trop d'avance, le contexte international. Depuis 2013, la Chine a lancé son gigantesque projet, la Belt and Road Initiative, le BRI. Les amis, je ne maîtrise pas l'anglais, alors soyez courtois avec moi. Ou alors, la nouvelle route de la soie. Donc, cette initiative a permis à Pékin d'investir de centaines de milliards de dollars dans les routes, le port, le chemin de fer, les barrages et infrastructures numériques, notamment en Afrique. En 10 ans, plus de 150 pays ont signé des accords avec la Chine, dont la RDC, le Kenya, l'Éthiopie et l'Angola. Le résultat, la Chine est devenue le premier partenaire commercial de l'Afrique, loin devant l'Europe. Et donc, l'Union européenne a compris qu'elle perdait de l'influence stratégique. Les États africains, asiatiques et latino-américains se tournaient vers la Chine, non seulement pour l'argent, mais aussi pour la technologie, les infrastructures et la rapidité d'exécution. Objectif politique. Pourquoi est-ce que la structure, l'entité a été mise en place, a été créée en 2023, répondre à la Chine et aux États-Unis. Donc vous comprenez qu'il y a 2 mastodontes, il y en a même 3, les États-Unis, l'Union européenne et la Chine. L'Europe a donc lancé le Global Gateway en décembre 2021 pour 3 grandes raisons. 3 grandes raisons. La première des raisons, ici, répondre à la Chine. Les Global Gateway est conçu comme l'alternative occidentale à la route de soie. Et donc l'Union européenne veut montrer qu'elle peut financer, elle aussi, des projets sans créer des dettes piégées pour le pays africain. Deuxième
Cause: contenir l'influence américaine. Les États-Unis avaient lancé la même année leur programme Build Back Better World. Puis, Partnership for Global Infrastructure, le PGI, l'Europe ne voulait pas rester spectatrice ni simple suiveuse. La troisième des raisons, redonner une image de puissance mondiale à l'Union européenne. Après le BRICS et la pandémie, l'Union européenne voulait montrer qu'elle restait une puissance d'investissement et d'influence mondiale capable d'agir au même niveau que la Chine ou alors les États-Unis. Et donc, l'objectif économique, sécuriser le chaîne d'approvisionnement, vous l'avez compris, la crise du Covid a révélé une faiblesse majeure. L'Europe dépendait énormément de la Chine pour ses matières premières, ses médicaments, ses puces électroniques, etc. Les Global Gateway visent donc à, tout simplement, à diversifier les partenaires de l'Europe, moins de dépendance à la Chine, céder directement aux sources stratégiques, cobalt, lithium, cuivre et d'autres minéraux. Renforcer les corridors d'énergie et de transport reliant l'Afrique et l'Europe. Nous avons un exemple ici. La RDC est centrale dans ces plans. La RDC est l'élément central et la clé des voûtes. La RDC, c'est les ponts qui aident à traverser. La RDC est centrale dans ces plans car elle détient une part immense du cobalt mondial, nécessaire aux batteries des voitures électriques. Donc, les Global Gateway permet à l'Europe de sécuriser un accès éthique et traçable à ses ressources sans passer par la Chine. Voici les causes. Pourquoi est-ce que cette entité a été mise en place? L'objectif idéologique incarnait une alternative éthique. L'Union européenne veut se distinguer par un discours moral. Le projet respectueux de l'environnement, respect des droits humains, la transparence des marchés publics, la gouvernance démocratique. L'idée est de dire tout simplement que nous, Européens, finançons vos infrastructures, mais sans corruption, sans dette cachée, sans conditions humiliantes. C'est donc un outil de soft power, une diplomatie de l'image pour restaurer la crédibilité européenne. L'objectif stratégique alors en Afrique. En Afrique, l'Afrique est le cœur du Global Gateway. Quand on dit que l'Afrique est le cœur, vous pensez qu'on parle de qui là? Le cœur de l'Afrique, c'est où? Les amis, plus de 150 milliards d'euros sont prévus pour les continents entre 2021 et 2027. Pourquoi 150 milliards? Parce que l'Afrique est le prochain marché mondial, population, urbanisation, numérique. C'est aussi le réservoir de ressources critiques pour la transition énergétique européenne. Et c'est un terrain où l'Europe veut endiguer l'influence chinoise, russe et turque. En résumé, pourquoi la création des Global Gateway a été créée en 2021? Parce qu'il faut aussi avoir une connaissance à ce niveau-là. La raison, répondre à la montée de la Chine pour équilibrer ou rééquilibrer la géopolitique mondiale des infrastructures. Deuxièmement, réaffirmer la puissance économique européenne. Explication, après le Covid et le Brexit, il fallait un projet structurant et global. En troisième position, sécuriser les ressources critiques qui se trouvent où ça? En RDC, cher ami. Assurer la traçabilité en RDC et l'accès au cobalt, lithium, cuivre, etc. en RDC. En quatrième position, promouvoir un modèle éthique d'investissement, opposer la logique d'endettement chinois. Et en cinquième position, reprendre pied en Afrique et donc contenir l'influence chinoise, russe et américaine
sur les continents. Donc, il y a un combat des éléphants. Le Global Katawa, créé en 2021, est la réponse géoéconomique et morale de l'Union européenne à la domination chinoise et américaine. Dans les infrastructures mondiales, il vise à reconstruire la puissance européenne autour d'une nouvelle diplomatie d'investissement centrée sur l'Afrique et la transition énergétique. Ça se passe où ça? Ça se passe en RDC. Les amis, une fois qu'on a compris que sa création en 2021, pourquoi? Pour combattre la Chine. Pourquoi? Pour aussi être un acteur dans les investissements au niveau des infrastructures, ça veut dire créer des couloirs, la création des corridors pour sécuriser également le minerai dont eux ont besoin aujourd'hui. Et ces minerais se trouvent où? Ça ne se trouve pas au Rwanda, ça se trouve en RDC. Et donc, vous avez également le même projet, les États-Unis, le corridor, vous avez tout le monde qui ont mis en place des projets, et ces projets, le lieu où les choses se passent, le lieu où tout se passe, comme Félix l'a dit, pas de transition énergétique sans la RDC. Il n'y a pas de transition énergétique sans le Congo. OK? Ici maintenant, on va toucher une dimension philosophique, stratégique et symbolique du pouvoir. Peut-on proposer la paix des braves quand on n'est pas, ou pas encore, les plus forts? Est-ce que quelqu'un qui n'est pas fort peut proposer à l'adversaire la paix des braves? Est-ce que quelqu'un affaibli, quelqu'un qui est assujetti, peut proposer aux forts la paix des braves? La réponse est ceci. La paix des braves n'a de sens et de force que si elle vient d'une position de puissance morale, politique ou stratégique. Je disais hier ici que Félix n'a pas improvisé les discours. Tout était calculé, chaque mot est pesé. Chaque mot a une signification, chaque mot a une portée, je dirais, géostratégique. Donc, la paix des braves n'a pas de sens et de force que si elle vient d'une position supérieure. Et pas nécessairement d'une supériorité militaire absolue. Je vous ai dit la supériorité en termes de position morale, politique ou stratégique. Ce sont des positionnements. Qu'est-ce qu'est la paix de braves que Félix a proposé à Kagame dont le média français ont interprété comme une gifle à Kagame? Les Congolais disent que Félix a abdiqué, Félix s'est agenouillé, Félix s'est plié. Alors que le média français, occidental, disent que c'est une gifle à Kagame. Alors, qui comprend mieux le français? Les Français eux-mêmes ou les architectes congolais sur le panel? Les amis, la paix des braves signifie une paix d'honneur, sans humiliation, où chaque camp reconnaît la valeur et la souffrance de l'autre. Le budget national est stagné autour de 704 milliards. Voilà. Et donc, mais il faudrait faire attention à ce niveau-là. Elle n'est pas une capitulation. La paix des braves n'est pas une capitulation. OK?
je rappelle que les médias occidentaux sont hostiles à Félix généralement. Ok, alors si c'est un rappel, hein, effectivement, et ces mêmes médias interprètent la main tendue de Félix comme une gifle, alors que les Congolais, nos compatriotes, interprètent la main tendue comme une humiliation, comme le pardon, comme une faiblesse. Alors, qui dit vrai? Le média français ou les TikTokers ou les Facebookers congolais? Voilà. Et donc, elle n'est pas une capitulation. La paix des braves, la main tendue, elle ne vient pas d'un faible, elle vient d'un chef fort, sûr de sa légitimité et de sa victoire morale, qui choisit la paix parce qu'il le peut, pas parce qu'il y est forcé. Il faut bien comprendre ça. C'est un acte de grandeur, pas de faiblesse, qu'on l'ait écouté très bien. De Gaulle n'était pas plus fort militairement, mais il dominait moralement. En 1958, la France n'avait pas encore gagné militairement en Algérie. Mais De Gaulle savait trois choses. Il le savait. 1. La victoire militaire ne garantissait plus la paix. Il le savait. En deuxième position, le monde avait changé. La décolonisation, l'ONU, l'opinion publique, etc. En troisième position, la France devait choisir entre empire et modernité. Ainsi, en proposant la paix des braves, De Gaulle reprenait les contrôles du récit. En proposant la paix des braves, De Gaulle désarmait moralement ses opposants et restaurait la souveraineté politique de la France. En d'autres termes, il était plus fort parce qu'il osait la paix au moment où d'autres ne voyaient que la guerre. Dans une guerre, la force n'est pas seulement militaire. C'est ce que nos compatriotes congolais ne comprennent pas. Ils veulent la guerre à tout prix. La force ou la puissance n'est pas seulement militaire. La force militaire, capacité à infliger de pertes, à contrôler le terrain. Ça, c'est la force militaire. Vous avez les États-Unis au Vietnam, nous avons la Russie en Ukraine. La force politique, c'est quoi? La capacité à mobiliser les alliés à garder l'unité interne. Mobilisation des alliés, c'est-à-dire les Américains, les Anglais ont sanctionné, les Américains ont sanctionné, les Belges ont sanctionné, les Italiens ont sanctionné. Vous avez eu des sanctions qui sont tombées comme ça, comme la pluie. Les personnalités les plus importantes considérées à Kigali ont été sanctionnées. Ça s'appelle avoir des alliés. Ok? La capacité à mobiliser les alliés, à garder l'unité interne. De Gaulle l'a fait, Mandela également en son temps. Et la force morale, la capacité à incarner la justice et à rallier le monde à sa cause. C'est ce que Félix est en train de faire. La capacité à incarner la justice, à rallier le monde à sa cause. Gandhi l'a fait en Inde, Lumumba, aussi. Aujourd'hui, tout le monde parle de Lumumba. Il y a des monuments de Lumumba dans d'autres pays. Certains Congolais sont ignorants de ça. Vous avez Mandela, Tshisekedi aujourd'hui. Dans la durée, la force morale finit toujours par écraser la force brute, car elle crée la légitimité. Et la légitimité attire les alliances, la confiance et la construction. Tu oses comparer De Gaulle à Félix. Mais mon cher ami, Yo Zanani, vous n'êtes pas en paix? Est-ce que ça va? Est-ce que vous allez bien, mon ami Sergueï? Vous me contredisez, vous êtes dans... Vous m'attaquez, c'est quoi les soucis, mon ami? Donc, De Gaulle ne peut pas être comparé à Félix.
vous trouvez réellement que Félix ne combat pas. Félix ne regarde pas son adversaire. Hein? Félix, est-ce que c'est un faiblard? Vous pensez que Félix, qui ose s'adresser à l'Union européenne, au monde, en arguant, en leur mettant sous leurs yeux leur complicité, qui dénonce, vous pensez que Félix ne pouvait pas craindre la mort, ne pouvait pas se dire, au risque de me faire assassiner, je préfère me taire et suivre la logique de l'histoire. C'est-à-dire me cantonner derrière mon poste et laisser faire les affaires. Félix a choisi l'affrontement, mon ami. Félix a choisi l'affrontement, ce que Kabila n'avait jamais fait. D'accord? Quand Félix Tshisekedi tend la main à Paul Kagame au forum de G20 Global Qatari, il fait exactement ce que De Gaulle fut en 1958. Je vous ai dit que tout est pesé. Tout est pesé. Ce n'était pas du tout d'improvisation. Tout était calculé parce que ce n'était pas le lieu. Ce n'était pas ni l'endroit d'apporter des accusations et d'apporter des éléments pour influencer, pour demander aux puissances de sanctionner. Ce n'était pas les lieux, ce n'était pas du tout l'endroit. Il ne pouvait pas effrayer les investisseurs. Les personnes qui étaient là, je vous ai dit que cette entité a été mise en place en 2021 dans le but d'investir en Afrique. La sécurisation des corridors, la sécurisation des chaînes d'approvisionnement, d'investir dans les infrastructures. C'est ça le but. Le but de ce dispositif, de cette entité, c'est apporter l'investissement, 150 milliards est mis sur la table, où allons-nous distribuer, dispatcher ces sommes. Vous comprenez? Dans le but, là, n'était pas d'effrayer les investisseurs, mais pour plutôt de dire, écoutez, moi je veux la paix, mais c'est lui qui veut la bagarre. Je lui tends la main, afin de climatiser, afin de jeter un environnement propice aux affaires. Moi, je suis un homme de paix. Alors, occupez-vous de lui qui veut la guerre, un faiseur de guerre. Il faut comprendre ça comme ça. Tout était calculé, il n'y avait pas d'improvisation de la part de Félix Tshisekedi. Les amis, il ne renonce pas à la défense du pays. Mais il impose un cadre moral supérieur, celui de la paix et de la responsabilité africaine. Sur le plan symbolique, Kagame passe pour celui qui refuse la paix. Félix devient l'homme qui parle d'avenir devant le monde entier. L'Union européenne, les Américains et le pays africain voient où est la maturité, où se trouve la stabilité, d'accord? Donc, même si Félix n'est pas encore le plus fort militairement, il devient le plus fort politiquement et moralement, et c'est cela qui renverse l'équation. Vous comprenez? Parce que les personnes qui accompagnent militairement les Rwandais, eh bien, ce sont les puissances internationales. Et ils conviennent là que ce monsieur est un homme de paix. Et ce monsieur est vraiment l'homme qu'il faut soutenir. Parce que le but est de sécuriser nos intérêts. Et nous pensons que ce monsieur-là est en capacité, d'après ses propos, d'après sa position, d'après ce qu'il dégage, nous pouvons le faire confiance. Parce que d'ailleurs, les ressources que nous avons besoin se trouvent dans son pays. Et d'ailleurs, d'autres assurances et d'autres bailleurs de fonds ne veulent pas accompagner certaines entreprises, et même toutes les entreprises ne seront pas accompagnées sur une terre de désordre où se trouve le chaos. Donc c'est ça la nouvelle réglementation, et c'est ça que l'Union européenne a mis en place par ces dispositifs, par cette entité de GATT World. C'est-à-dire que nous sécurisons là où se trouve la paix.
Nous accompagnons là où se trouve un climat de tranquillité et pas là où se trouve la guerre. Mais qui veut la guerre? C'est Félix ou c'est Kagame? Devant le monde, je vous prends tous à témoin. Je veux la paix. Je lui tends la main. Il va me répondre quoi? Est-ce que vous comprenez? Pourquoi la main tendue renforce celui qui la donne? Proposer la main quand on aurait tous les motifs de se venger, d'accord? C'est ce que veulent évidemment ici les Congolais. Les Congolais veulent une vengeance froide, immédiate. Envoyer des bombes, etc., pulvériser Kigali, ça ferait plaisir évidemment aux Congolais. Historiquement, Mandela a tendu la main à ses bourreaux. Résultat, il est devenu une icône mondiale. De Gaulle a tendu la main à l'Allemagne. Résultat, il a fondé la paix européenne. Tshisekedi, en tendant la main à Kagame, montre qu'il ne cherchait pas la vengeance. C'est venger d'un assassin historique, parce que nous comptons ici près de 10 millions de morts. En tendant la main à cet assassin historique, il ne cherchait pas la vengeance, mais la responsabilité historique. Il ne cherchait pas à s'armer et puis une fois armé correctement et valablement, bombarder Kagame, il tend la main à la face du monde que lui est un homme de paix, il veut construire, il veut bâtir, il veut de la coopération, il ne veut pas la guerre. Ce geste déstabilise effectivement l'adversaire. Kagame, habitué à dicter les conditions, se retrouve pris dans le miroir de sa propre violence. Félix n'a pas la capacité de détruire militairement l'autre là. Non, ce n'est pas Félix qui va détruire l'autre là. L'autre là va se détruire tout seul. Donc, les amis, faut-il être plus fort? Faut-il être le plus fort pour proposer la paix des braves Congolais? La réponse est non. Il faut être le plus lucide et le plus légitime. Il n'était pas hors sujet, mon ami. Il était dans le sujet parce que le cadre de cette rencontre visait les investissements. Ok? 150 milliards à disposition pour investir. Vous allez investir dans un pays où se trouve le M23. Donc, il était dans le sujet. En disant, écoutez, nous sommes un pays où nos sous-sols sont pleins d'or. Nous avons tout ce que vous avez besoin. Mais moi, ce que je demande, c'est que la paix règne chez moi, afin de vous permettre de cheminer vers la transition énergétique sans conflit, sans bain de sang. Ce que je veux, moi, c'est la paix. Vous cherchez à investir. C'est moi qui détiens sous mon sous-sol tout ce que vous avez besoin pour la transition énergétique. Donc, je veux la paix. Imposer la paix à celui que vous avez élevé hier. Vous comprenez? Sergueï, vous êtes, je pense que vous êtes un Rwandais, hein? Je pense que vous êtes un Rwandais. Je pense que vous êtes vraiment un Rwandais convaincu. Je pense vraiment que vous êtes un Rwandais, mon ami. Là, je crois qu'il n'y a plus rien à dire. Je n'ai plus de commentaires pour vous. La discussion est close. Je ne vous suis plus. Les amis, faut-il être fort pour proposer la paix? La faiblesse militaire rend-elle la main tendue inutile? La réponse ici, la réponse c'est non. Au contraire, si le geste est noble et sincère, il peut retourner la situation diplomatiquement. En résumé, celui qui propose la paix des braves ne doit pas forcément être le plus fort, mais il doit être le plus grand. Est-ce que vous comprenez, Sergueï? Pas les plus forts, mais les plus grands. Car la paix des braves, ce n'est pas la paix du faible.
c'est l'armée du chef qui croit encore à l'avenir de sa nation. N'est-ce pas, mon ami? Alors, nous allons chuter par... nous allons faire un petit commentaire dont aussi la plupart n'ont pas vu, n'ont pas discerné. Nous avons été attentifs, nous avons tout discerné. Nous mettons la photo ici et nous allons parler de cette photo. En diplomatie internationale, il faut toujours être attentif. Ok, alors nous allons commenter cette photo, les amis. J'espère que c'est vraiment un rendez-vous parce que c'est un Congolais. Dommage. Non, j'ai pas bien compris, camarade. Ok, les amis. Les contextes diplomatiques, l'Afrique au cœur du global Katawa. Moi, je dis plutôt que le Congo au cœur du global Katawa parce que, croyez-moi, que les 150 milliards en disposition, près de la moitié seront injectés en RDC, si pas plus. Les Global Watawal, lancés par l'Union européenne, visent à investir 150 milliards d'euros en Afrique. Et dans ces plans, nous avons la RDC et la pièce maîtresse pour les ressources critiques cuivre, cobalt, lithium, coltan. Tandis que, je voulais dire, si Sergueï était rwandais, j'allais comprendre. Si les Congolais, c'est dommage. Il y a beaucoup de Congolais comme ça, mon ami. Basé Belé. La RDC est la pièce maîtresse sur les ressources critiques cuivre, cobalt, lithium et coltan. Tandis que l'Angola et les corridors logistiques, les ports de Lobito, reliant les ressources à l'Atlantique. Et l'Afrique du Sud joue le rôle de puissance continentale, d'équilibre, influence politique, industrielle et diplomatie. Retenons bien ces trois domaines, la RDC, l'Angola et l'Afrique du Sud. Nous voulons analyser cette photo parce que en diplomatie internationale, tout mouvement, toute configuration a son importance. Autrement dit, ces trois pays, la RDC, l'Angola, l'Afrique du Sud, sont la colonne vertébrale du global Katawa africain mis en place en 2021. Vous avez l'ordre sur la photo n'est pas un hasard. Au centre, comme vous le voyez, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, symbole du leadership européen, ça, je ne vous l'apprends pas. À sa droite immédiate, vous avez Lorenzo, Angola, l'homme du corridor Lobito, qui connecte la RDC à l'Atlantique, projet phare. Et juste à côté, en troisième position, vous avez Félix Tshisekedi, la RDC, l'autre pilier du même corridor fournisseur stratégique des minéraux. Jusque-là, on se dit, mais qu'est-ce que ça d'aussi extraordinaire, ces positionnements. Et à gauche de la présidente, Cyril Ramaphosa, Afrique du Sud, puis Paul Kagame, le Rwanda. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette disposition? Parce que rien ne doit être considéré ou pris au hasard. Rien n'est fait sans stratégie. Cet agencement n'est pas aléatoire. Il traduit la hiérarchie géoéconomique et diplomatique que l'Union européenne souhaite projeter. La lecture symbolique de cette disposition, c'est quoi?
Il faut lire les choses. Tout est stratégique. Même le fait qu'un président passe devant vous, le fait qu'un président tape sur l'épaule ou derrière le dos d'un autre président est symbolique, montre une forme de puissance, une forme d'autorité. Tout est symbolique. Le fait que la main d'un président soit au-dessus de l'autre président, tout est symbolique. Nous allons aussi en parler, mon ami Sergueï, c'est dans mon propos. Au centre, Ursula von der Leyen, le cœur du dispositif européen, arbitre du partenariat. Lorenzo Tshisekedi à droite, les partenaires stratégiques majeurs du Global Katawa, Corridor Lobito RDC. Et à gauche, zone d'équilibre, Ramaphosa, Kagame. Les puissances d'influence régionale, Afrique australe et Grand Lac. Plus éloigné, autres chefs d'État africains et etc. Participants des soutiens hors du premier cercle d'investissement prioritaire. En diplomatie, la droite du centre côté droit de la présidente sur la photo est considérée comme les côtés d'honneur. Il faut faire vos recherches. Le fait que Tshisekedi soit à ses côtés, à droite, juste en troisième personne après Lorenzo, les place symboliquement au premier rang des partenaires africains de confiance. Pourquoi Kagame est à gauche, deuxième après Ramaphosa? C'est très révélateur pour ceux qui ont l'œil du tigre ou l'œil de l'aigle. Le Rwanda n'est plus perçu comme un modèle, mais comme un acteur secondaire. Utile à surveiller, à retenir dans le jeu. Sa présence, mais en deuxième rang, traduit une forme de déclassement discret. Il est encore invité pour ne pas créer des ruptures ouvertes, mais plus mis en avant, comme à l'époque où il incarnait le miracle africain, où il s'est trouvé souvent à droite. En revanche, Ramaphosa, lui, incarne la stabilité institutionnelle et économique du continent. C'est pourquoi il reste numéro 1 du côté gauche. Il équilibre le poids géopolitique du duo Lorenzo-Tshisekedi à droite. Félix, à la fin, dernier arrivé, un signe fort, non un hasard. Quelqu'un dit de moi que j'étais un aventurier. Ce n'est pas grave. Mais sachez lire le signe, il y a des signes précurseurs. L'arrivée en dernier pour la photo finale a aussi une lecture symbolique. Dans les grands sommets, le dernier entré pour la photo officielle est souvent celui qu'on veut mettre en valeur. Soit par protocole d'honneur, soit parce qu'il représente le partenaire central du moment. Est-ce que nous comprenons ça? Ce que je vous dis là, si je vous raconte de charabia ou de biscuits, ou alors je suis en train d'émettre de diarrhée verbale, je vous en prie d'aller faire vos recherches, d'accord? Et quand je reviendrai peut-être demain, si Dieu nous prêtera vie, et vous allez me confronter avec vos recherches. Mais ce que je vous donne là, c'est ça. En diplomatie, tout est question et tout est symbolique. Rien n'est agencé au hasard. OK? Et donc, soit parce qu'il représente le partenaire central du moment, l'arrivée tardive de Félix attire les caméras et met la lumière sur lui au moment où le groupe s'est déjà formé. Il arrive en dernier et donc forcément, on attend qui? Qui attendons-nous pour prendre la photo pendant que la présidente est déjà là?
pendant que Ramaphosa est là, pendant que le président de l'Angola est là, pendant que tout le monde, Kagame, tout le monde est là, en dernier lieu, la personne qui arrive, la personne qui sera visibilisée, la personne qui sera vue, ah ben c'est Félix. Tout ça est un dispositif communicationnel dont la plupart ne saisissent pas. Si vous ne comprenez pas, alors je vous appelle à faire des recherches. Ce n'est donc pas un signe d'infériorité, mais plutôt une mise en scène de prestige. C'est fait exprès. Il clôt la file car il est la clé du projet. La RDC étant au centre de minerais des transitions énergétiques mondiales. En résumé, les amis, von der Leyen au centre pour marteler et marquer l'ancrage. Au centre, l'Europe dirige la manœuvre. Lorenzo à sa droite. Le couloir atlantique, Angola, axe prioritaire. Tshisekedi, même colonne. Les Congo égale centre stratégique de la transition verte. Ramaphosa à gauche, l'Atlantique du Sud, l'Afrique du Sud, équilibre continental et crédibilité régionale. Kagame deuxième à gauche, les Rwanda égale, acteur périphérique, plus sous contrôle que central. Félix arrive en dernier, l'invité d'honneur, africain du moment, symbole du pivot minier du projet. C'est comme ça qu'il faut les comprendre. L'interprétation géopolitique finale ici, ces placements confirment trois réalités dont nous devons être très attentifs. La RDC est désormais incontournable dans la stratégie occidentale de sécurisation des ressources. Beaucoup de nos Congolais ne comprennent pas cette réalité. Félix n'était pas arrivé en dernier lieu, ce n'était pas vrai. Alors, c'était qui alors, mon ami? Nous avons vu les mêmes images. L'Union européenne cherche à flatter et stabiliser Kinshasa pour garantir un partenariat durable sans froisser son orgueil. En troisième position, les amis, Kagame n'est plus les favoris du chancellerie, mais un partenaire secondaire toléré par diplomatie, tout simplement. En clair, la photo du Global Gateway est une carte diplomatique. Au centre, l'Europe. À sa droite, l'avenir, les cobalts du Congo, les corridors de l'Obito, etc. À sa gauche, les passés, les modèles rwandais et passés. Félix, alors Tshisekedi, ne se bat plus pour être vu. Il est désormais celui qu'on ne peut pas ignorer, qu'on ne peut pas cacher. Nous allons terminer par quelque chose de très important. Est-ce qu'il y a une panique du côté de Kigali? Est-ce qu'ils ont peur? Parce que ce que je vous dis ici, croyez-moi que les analystes rwandais le savent, parce qu'ils sont futés, ils sont aiguisés. Les Rwandais ont instruit leurs élites. Ils ont suivi de formations très poussées aux États-Unis, en Angleterre. Donc, la stratégie, ils le savent. Est-ce qu'ils ont peur? Est-ce que Bazobanga? Ce n'est pas une panique ouverte, mais une inquiétude maîtrisée, typique d'un régime habitué à contrôler son image. Ce que disent les médias rwandais, ils disent quoi? Ce qu'on lit entre les lignes sans les réactions officielles en diplomatie, c'est quoi? Ce que cela révèle vraiment du climat politique et militaire interne au Rwanda. La lecture de médias rwandais, ils ont plutôt un ton plus nerveux que confiant. Depuis le 9 octobre, le discours de Félix qui est mis en lumière dans certains Rwandais se sont saisis de ça. Je parle ici de presse et les comptes officiels du gouvernement rwandais ont tous publié
plusieurs textes en réaction. Ce que l'on trouve comme texte au niveau de presse rwandais, je fais des recherches pour vous. Le Rwanda ne compromettra pas sa sécurité nationale. Ça, c'est en réaction de la main tendue du président Félix. Le Rwanda ne compromettra pas sa sécurité nationale. Ce que cela cache. Le régime veut rappeler qu'il reste fort, mais ce genre de phrases apparaît souvent quand on soupçonne une perte d'appui extérieur. Ils savent qu'ils ne sont plus totalement soutenus comme hier. En deuxième position, les accusations congolaises sont infondées. Le M23 est un problème interne en RDC. Parmi le presse rwandais. Ce discours est défensif et répétitif, signe que Kigali cherche à garder la ligne officielle malgré les changements de perception internationale. Dans d'autres presses rwandais, la balle est dans les camps de Kinshasa. Les Rwandais évitent la confrontation directe, mais se montrent conscients que le narratif mondial commence à changer. La RDC abrite le FDLR, ça c'est courant. Cet argument répété depuis plus de 10 ans, plus que ça même, ne convainc plus les chancelleries occidentales, mais il reste le seul levier rhétorique de Kigali pour justifier ses actions en République démocratique du Congo. Changement de visibilité, il y a moins d'arrogance chez les acteurs politiques ou chez des éléments dont la parole leur a été donnée pour parler et défendre le Rwanda. Il y a moins d'arrogance qu'autrefois, moins de tons triomphalistes, d'accord? Les articles sont moins offensifs, plus justificateurs et beaucoup de courts qu'avant, plus courts qu'avant. Cela traduit bien évidemment une nervosité communicationnelle. Les Rwandais comprennent que la bataille de l'opinion lui échappe aujourd'hui. Et donc, les réactions officielles, une discipline apparente, mais signaux d'inquiétude. Les silences des hauts gradés, ils ne parlent pas aujourd'hui. Depuis plusieurs jours, aucun communiqué militaire fort, ni du RDF, ni du ministère de la Défense. Habituellement, après une attaque diplomatique, puisque c'est une attaque diplomatique, les Congolais comprenaient que c'est une attaque diplomatique. Pourquoi Bozolo Bakezali, capitulation? Là, je ne comprends pas. Les Congolais je ne dirais pas de la mauvaise qualité, je ne voudrais pas offusquer certaines personnes. Les Congolais inconscients ne comprennent pas que là, ce que Félix a fait, c'est une attaque. C'est une attaque diplomatique et non une capitulation. Mais pourquoi les Congolais ne comprennent pas cet élément? Pour Nanine, les Européens considèrent comme une attaque. Les Rwandais eux-mêmes, à l'occurrence Kagame, considèrent que c'est une gifle. Mais les Congolais disent non, c'est une humiliation. Félix a demandé pardon. Oh! Mais il y a un problème sérieux dans cette histoire. Il s'est ridiculisé devant et nous, ça nous énerve. Mais je vous explique que les médias occidentaux, monsieur Sergueï, est-ce que vous comprenez mes propos ou pas? Ah ben, Lingala. Et donc, depuis plusieurs jours, aucun communiqué militaire. Habituellement, après une attaque diplomatique, monsieur Sergueï, c'est une attaque diplomatique, d'accord? C'est une attaque diplomatique, messieurs. Comme celle de Félix, Kigali devait normalement publier un démenti tonitruant ou un message de fermeté. Là, c'est les gouvernements civils qui parlent, pas les généraux, signe qu'on évite d'aggraver la situation. Il faut lire dans les temps. Changement d'attitude du ministère des Affaires étrangères.
le chef de la diplomatie n'a pas tweeté personnellement depuis le forum, alors qu'il est très actif d'ordinaire. Et donc, c'est les porte-parole gouvernementales qui communiquent une fois de retrait stratégique pour limiter la casse d'image. La référence répétée au droit du Rwanda à se défendre. Ce langage est souvent utilisé quand, avant ou pendant des périodes de pression internationale. C'est un langage défensif, pas offensif. Quand un État se sent en position de force, il parle de leadership, pas de légitime défense. Ce que cela révèle vraiment du climat interne au Rwanda, c'est quoi? C'est une inquiétude géopolitique. Le Rwanda perçoit que l'équilibre international bouge. Les États-Unis ont relancé leurs intérêts en RDC et la traçabilité minière. L'Union européenne travaille désormais directement avec Kinshasa et l'Angola. Nous parlons ici de corridors de Lobito. Les institutions financières, les banques mondiales, le FMI commencent à lier leurs appuis à la stabilité régionale, effectivement, au Congo. Qu'est-ce que les Congolais ne comprennent pas? Donc, Kigali, sans les vents tournés, une fracture silencieuse dans les élites au Rwanda. Plusieurs analystes régionaux remarquent que les clans sécuritaires autour de James Kabarebe, ancien RDF, veut rester sur la ligne dure, tandis que les technocrates économiques, ministres, banques centrales, investisseurs commencent à craindre un isolement financier si le Rwanda devient officiellement perçu comme un agresseur. Donc, nakati ya Rwanda, il y a des problèmes. À l'intérieur du Rwanda, dans le pays, il y a des problèmes. Et donc, les discours de Félix, en public, devant les grandes puissances, a cristallisé cette tension interne. Une fatigue d'image s'est installée. Pendant plus de 25 ans, Kagame contrôlait son image de modèle africain. Mais depuis 2003 à 2024, la presse internationale, la BBC et d'autres noms comme Le Monde, Politico, etc., parlent de crise d'autoritarisme rwandais. Donc les choses changent. Les investisseurs, l'Union européenne, les Qatar, les États-Unis, misent de plus en plus sur la RDC. Il faut comprendre l'histoire. Cela provoque évidemment une anxiété dans le cercle du pouvoir. Ils sentent que le Rwanda perd la narrative ou la narration mondiale et que la RDC devient le nouvel interlocuteur acceptable des grandes puissances. Je pense qu'à ce niveau-là, je ne résume pas, nous l'avons compris, le Rwanda commence à douter et les centres de gravité régionale basculent lentement vers la RDC. Kagame reste habile et rusé. Il n'a pas encore perdu toute l'influence, surtout auprès de certains cercles britanniques et ONG anglo-saxons. Donc il a encore une marge de manœuvre tout petit. Cependant, la photo du Global Gatari, la main tendue de Félix et la réaction de Flao, ancien ministre de la Défense belge, ont changé la perception dans les capitales occidentales. Kigali n'a plus le monopole du discours de paix. Kinshasa devient le partenaire stratégique fréquentable dans le nouveau narratif des transitions vertes. Un verre d'eau. La conclusion, cher ami, oui, il y a inquiétude à Kigali, perte d'appui, isolement diplomatique et crainte d'un retournement du soutien occidental. Les Rwandais gardent un réflexe défensif, mais ils ne maîtrisent plus la narration mondiale. Et la RDC a réussi à un tournant majeur. Elle est passée du statut de victime à celui d'acteur stratégique courtisé. L'élo. Nous allons chuter par quelque chose de très important. Les soutiens des personnalités anglaises
qui reste fort. Mais comment ces personnes soutiendraient encore Kagame, alors que cela pourrait mettre en mal, en difficulté les intérêts de l'Union européenne et des États-Unis? Dans la lutte contre la Chine sur la transition énergétique, est-ce du fanatisme de la part de ces personnes? Est-ce que c'est un amour aveugle envers Kagame? Ou une incohérence chronique, aveugle? Pourquoi encore ce soutien, le peu de soutien dont ces personnalités, qui sont cachées bien évidemment, continuent à soutenir Kagame? C'est quoi la raison? Ce n'est pas du fanatisme ou au sens émotionnel. C'est plutôt un mélange d'habitudes idéologiques, d'intérêts personnels et d'inertie diplomatique. D'inertie diplomatique. Les amis, nous allons tenter d'expliquer ça à 3 niveaux, comprendre ces soutiens, pourquoi ça persiste, puis le risque que ces élites font courir à leur propre pays et qui veulent soutenir toujours Kagame, et enfin pourquoi ce système est en train de se fissurer sous la pression de la nouvelle géopolitique de la transition énergétique dont la RDC est l'élément central ou le pays solution, comme l'a déclaré notre président Félix Tshisekedi. Les soutiens anglo-saxon à Kagame est traduit par un héritage idéologique. Depuis les années 90, et là je vais aller calmement pour nous faire comprendre. Depuis les années 90, Paul Kagame a su se bâtir une image d'un héros du Rwanda. Cette image, appuyée par des figures puissantes du monde anglo-saxon. Nous avons Bill Clinton, après le génocide, a fait du Rwanda un symbole de renaissance africain. Vous avez Tony Blair, ex-premier ministre britannique, est devenu le conseiller personnel de Kagame via son ONG Africa Governance Initiative. Vous avez aussi Howard Buffett, le fils de Warren Buffett, un milliardaire américain, qui a investi de millions dans l'agriculture et les infrastructures rwandaises. Vous avez également Bill Gates et d'autres philanthropes ont fait du Rwanda un laboratoire africain pour les programmes santé, data et vaccination. Ce Rwanda modèle africain a été enseigné dans les think tanks. J'ai écorché une phrase là. Je ne suis pas anglais, veuillez me pardonner. Et donc, les universités et les ambassades occidentales ont reçu des enseignements liés au modèle rwandais. Donc, le Rwanda a été enseigné. Le modèle rwandais a été véhiculé, a été enseigné. Donc, une idéologie, en quelque sorte. Et donc, Kigali a donc bénéficié d'un capital moral colossal entretenu pendant 20 ans. Mais ce soutien est désormais en décadence historique totale. Ce soutien persiste pour 3 raisons principales. 3 raisons principales. 1. Les diplomates, ONG et institutions occidentales ont longtemps construit leur carrière Afrique sur le modèle rwandais. Ils ont donc intérêt de ne pas admettre qu'ils se sont trompés sur Kagame. Ils ne peuvent pas l'admettre et se décapiter eux-mêmes. C'est une résistance psychologique et institutionnelle, pas du fanatisme, mais de la rationalisation d'erreurs passées. Ils savent qu'ils se sont trompés sur Kagame, mais ils ne peuvent pas l'admettre. Un exemple de Tony Blair, de Bill Clinton et de Howard Buffett, où certaines universités, Howard, et dans d'autres universités, continuent à inviter Kagame dans leur panel sur la bonne gouvernance africaine.
Car reconnaître la dérive autoritaire du Rwanda reviendrait à effondrer toute une narration qu'ils ont eux-mêmes construit autour de Kigali, de Kagame. Et puis nous avons les intérêts personnels et les réseaux économiques. Plusieurs consultants, ONG, multinationales, anglo-saxons, gagnent de l'argent via les Rwandais. Voilà pourquoi les Rwandais continuent à être soutenus. Des contrats d'infrastructure, de data, d'éducation ou de microfinance, des zones franches, projets logistiques, etc. Les Rwandais servent des bases arrières sûres, fiscalement et politiquement stables pour certaines opérations régionales. Et donc, ces réseaux protègent Kagame parce qu'ils profitent encore du statu quo. Même si le pays est petit, l'image Rwanda clan reste utile pour des projets d'investissement symboliques, le climat, l'intelligence artificielle, le numérique, l'agriculture, etc. Mais cette image commence à s'effriter, commence à craquer. La culpabilité sélective occidentale, ici, une partie des élites européennes et américaines se sont moralement liés au génocide de 1994. Parce qu'à l'époque, l'Occident n'était pas intervenu pour l'empêcher. Kagame, évidemment, ici, avec une stratégie hors pair, exploite ses sentiments depuis 30 ans. Chaque fois qu'un pays le critique, il rappelle les silences du monde en 1994. Et donc, cette culpabilité historique sert de bouclier diplomatique. Critiquer Kagame est égal à être soupçonné de relativiser les génocides. C'est un chantage moral que beaucoup d'élites occidentales n'ont jamais osé dépasser jusqu'à récemment. Pourquoi ce soutien devient aujourd'hui contre-productif aujourd'hui? Les Rwandais n'est plus un modèle, mais un risque stratégique. Tout simplement, le monde a changé. Désormais, la priorité des grandes puissances n'est plus l'aide humanitaire, mais la sécurisation de chaînes d'approvisionnement critiques. Il s'agit des cobalt, des cuivres, lithium et coltan. Or, ces minéraux sont en RDC, pas au Rwanda. Et les puissances occidentales ont besoin d'un partenaire fiable, pas d'un pays soupçonné de recycler les coltans volés à travers des réseaux mafieux. Et donc, continuer à soutenir Kigali, c'est tout simplement fragiliser la traçabilité, le ESG, en d'autres termes, l'environnement social et gouvernance, exigé par les lois occidentales. Exposer alors l'Union européenne et les États-Unis à des accusations de complicité dans le pillage congolais et retarder la mise en œuvre du Green Deal puisque les entreprises ne pourront pas certifier leurs minéraux propres. Autrement dit, les soutiens à Kagame nuisent désormais directement aux intérêts stratégiques occidentaux. Les États-Unis ont commencé à corriger la trajectoire. Depuis 2023, Washington a suspendu une partie de l'aide militaire au Rwanda, exigé la fin du soutien au M23 et renforcé les contacts directs avec Kinshasa. Nous avons Doha, nous avons Washington, nous avons eu Pretoria. Les amis, les départements d'État parlent désormais du Rwanda comme d'un partenaire préoccupant, pas comme d'un modèle. Cela montre que les centres de gravité diplomatique se déplacent vers la RDC. L'Union européenne est divisée, mais le vent tourne. Certaines capitales comme Paris, Madrid, Berlin comprennent que la RDC est essentielle à la transition verte et à la stabilité africaine. Mais Londres, à cause du dossier migratoire, j'appelle ça comment, donc Londres, Rwanda et Bruxelles, des contrats miniers ambigus avec Kigali traînent encore le pied.
Et donc, les amis, ce n'est plus du fanatisme ici, mais de la disjonction bureaucratique. Les ministères de l'économie veulent sécuriser les minéraux, pendant que les diplomates gardent d'anciennes affections pour Kigali. C'est une incohérence structurelle qui va se résorber sous la pression des faits. Ça veut dire quoi? Ce qui se joue en réalité est que les soutiens résiduels à Kagame n'est pas une preuve de puissance, c'est une inertie du vieux monde occidental qui est terminée, qui est finie. Mais la géopolitique du XXIe siècle, centrée sur la transition énergétique, force un réalignement, en d'autres termes, les centres industriels vers les États-Unis, l'Union européenne et l'Asie ont besoin d'un Congo stable, traçable et souverain. Le Rwanda, perçu comme un acteur opaque, devient un risque réputationnel. Kagame le sait, c'est pourquoi il multiplie les gestes désespérés, campagne médiatique, lobbying, provocation, déplacements ciblés, pour rester dans la conversation mondiale. C'est terminé pour lui, mais la scène change, le paradigme prend d'autres proportions, les carapaces sont tombées, les gens savent maintenant, ce n'est plus 1999, c'est 2025, les rapports des forces technologiques, climatiques et industrielles ne laissent plus de place à la manipulation morale. En résumé, ce n'est pas du fanatisme, c'est de l'inertie politique et économique. Un vieux logiciel mental forgé dans les années 1990. Mais ce logiciel est obsolète face au nouveau paradigme mondial qui est la RDC, pas les Rwandais. La RDC est la clé de la sécurité énergétique industrielle du XXIe siècle. Les puissances occidentales n'ont pas encore toutes appuyé sur recette, d'accord? Mais les soutiens structurels à Kigali s'effondrent lentement, lentement et sûrement. Les amis, nous atteignons la fin. Je vous souhaite de passer ici une excellente soirée. Nous reviendrons pour d'autres analyses. J'espère que vous avez compris certaines choses. Vive la RDC. Les amis, cherchons à comprendre qui sont nos ennemis. Cherchons à comprendre qui est l'homme rwandais. Parce que eux nous étudient. Eux nous connaissent. Savent sur quel bouton appuyer pour nous déstabiliser. Savent sur quel levier activer pour nous faire cogner la tête. Je l'ai dit et je le répète, s'il n'y a pas l'unité, les Rwandais se frottent les mains. Je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt pour d'autres analyses. Bye bye. Unazunguka mbele, mifugo inachunga.